Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Violente manifestation en Chine après le bombardement de l'ambassade à Belgrade. 200 000 personnes dans plusieurs grandes villes manifestent leur hostilité devant les ambassades américaines et britanniques. La Corse attend ce soir l'arrivée de son nouveau préfet, Jean-Pierre Lacroix. Une succession difficile. Premier geste symbolique demain, un hommage à Claude Érignac, préfet assassiné. L'affaire de dopage qui éclabousse le monde sportif avec la mise en examen sous contrôle judiciaire de 3 d'entre eux. L'avocat présumé coupable de trafic de produits dopants a été écroué. L'acteur britannique Dick Bogart s'est éteint à l'âge de 78 ans, un comédien au talent immense, remarquable pour son interprétation notamment dans Mort à Venise, The Servant ou Portier de nuit. Je vous le disais en titre, la colère de la Chine ne s'apaise pas. Une nouvelle journée de manifestations à Pékin, encouragée, orchestrée, canalisée par les autorités du pays. Manifestations violentes, xénophobes, devant notamment l'ambassade des États-Unis, au point que tout à l'heure, l'ambassadeur lui-même déclarait qu'il était en situation d'otage, lui et sa propre famille, dans une chancellerie assiégée. Isabelle Béchler, Tristan Lebras. Après une nuit plutôt calme, les étudiants et autres citadins de Pékin avaient repris le chemin du périmètre de l'ambassade des États-Unis ce matin. La police interdisait la circulation normale, autorisant seulement l'accès aux milliers de manifestants. Et les slogans dictés par les organisations du Parti communiste se poursuivaient à flot continu, toujours contre l'OTAN, mais avec une nouveauté, l'appel au réarmement pour défendre la Chine. La force publique assistait toujours passive aux déprédations diverses, comme ici, à l'ambassade de Grande-Bretagne. Moi, je veux défendre mon pays. Je trouve leur explication totalement barbare et pas du tout convaincante. Nous, on est civilisés, on voit leur vraie nature à eux. Qui c'est ces gens? C'est pas des humains. Le peuple chinois ne peut pas être humilié comme ça. Il faudra que notre sang soit vengé, on fera couler le leur. Je suis fou de rage. Si j'avais le bouton nucléaire devant moi, j'appuierais dessus pour faire sauter l'Angleterre et l'Amérique. En tout, ce deuxième jour de manifestation autorisée et clairement encouragé par le pouvoir chinois a réuni au bas mot 20 à 25 000 personnes, surveillées par une police à la fois nombreuse et passive. Les étudiants étaient sagement encadrés par leurs leaders politiques. Les manifestants, pas tous agressifs, étaient souvent sincèrement atterrés à la lecture des journaux qui ont publié avec une grande complaisance les photos des corps des 3 morts chinois. C'est un ordre du ministère des Affaires étrangères. Vous ne pouvez pas rester ici. Allez-vous-en. C'est pour votre sécurité, allez-vous-en. De fait, quelques minutes plus tard, la police n'a pas dissuadé les manifestants de s'en prendre aux journalistes occidentaux. Arrivés devant l'ambassade des USA proprement dite, nous avons dû renoncer à tourner sous les coups et les huées xénophobes des manifestants. Certains voulaient en effet en découdre avec des Américains et nous ont, à cause de notre physique, agressés de manière assez désagréable. Sur ces images tournées par des confrères, notre caméraman Tristan Lebras se détourne de quelques coups de pieds et poings haineux. Cependant, des scènes de fraternisation ont eu lieu à d'autres endroits, comme devant l'ambassade de Cuba, où les communistes cubains ont témoigné leur solidarité anti-américaine aux manifestants chinois. Et d'autres défilés, d'autres cortèges dans les principales villes de Chine, où là aussi les manifestants scandaient des slogans anti-américains. 10 000 étudiants devant le consulat des États-Unis à Shanghai. Même situation à Canton, à Xi'an dans le nord, à Hangzhou dans l'est. Une agitation qui a fait tache d'huile, mobilisant la population estudiantine, mettant en avant des revendications nationalistes. Et nous rejoignons en direct de Pékin Isabelle Béchler. Apparemment, les autorités chinoises, après avoir organisé les manifestations, tentent ce soir de calmer le jeu. Oui, le calme est partiellement revenu ce soir dans le quartier des ambassades. Seules quelques centaines d'irréductibles sont encore en train de crier leur colère devant l'ambassade des États-Unis. Mais c'est demain qui sera véritablement une journée décisive, puisque à l'heure qu'il est, les intentions du gouvernement ne sont pas encore très claires. Plus tôt aujourd'hui, Hu Jintao, un des vice-présidents chinois, a fait une déclaration télévisée pour soutenir les manifestants tout en les mettant en garde contre les mauvais esprits qui voudraient profiter de la situation pour déstabiliser le pays. Il n'a pas pour autant demandé aux manifestants de ne pas revenir demain. Le pouvoir chinois est donc visiblement préoccupé d'avoir ouvert la boîte de Pandore et cherche à éviter tout dérapage.
Le mécontentement et la frustration de la population chinoise ont trouvé un exutoire avec cette terrible bavure de l'OTAN, mais gare aux effets boomerang. Merci Isabelle Bechler. L'OTAN avait dès hier ouvert une enquête pour tenter de comprendre comment l'ambassade de Chine, qui n'était pas visée, a pu être détruite par les missiles de l'Alliance. Ce soir, le porte-parole de l'OTAN refuse de désigner des responsables et avance officiellement la thèse d'une erreur des renseignements militaires. Explication et hypothèse, François Cornet. En décollant de leur base alliée d'Aviano ou d'ailleurs vendredi soir 7 mai pour une nouvelle série de frappes sur la Yougoslavie, les pilotes de l'OTAN ne savent évidemment pas qu'ils vont bombarder, entre autres cibles, l'ambassade de Chine à Belgrade. Parmi les objectifs planifiés cette nuit-là et que les Belgradois découvriront au matin du 8 mai, le ministère de l'Intérieur et celui de la Défense, le ministère fédéral des Affaires étrangères, le quartier général de l'armée yougoslave et l'hôtel Yougoslavia, quartier général notoire d'Arkan, le tristement célèbre chef des Tigres, les milices serbes qui mènent le nettoyage ethnique au Kosovo. Et, à la stupéfaction générale, la représentation diplomatique chinoise non prévue au programme. C'est une erreur tragique, s'empresse de dire l'OTAN, qui immédiatement allume les contre-feux après cette incroyable bavure. Nos avions visaient un autre bâtiment très proche de l'ambassade, abritant la direction fédérale yougoslave de l'armement, déclare le porte-parole de l'Alliance. Possible, croit-on. Mais on constate que l'ambassade de Chine à Belgrade est isolée dans un espace vert au bord de la Save, dans le nouveau Belgrade, au nord-ouest du centre-ville, et ne jouxte aucun autre immeuble. Alors que les autres objectifs ont été frappés cette nuit-là avec une très grande précision, pourquoi une aussi grossière erreur concernant celui-ci? Une certitude, vendredi soir, peu avant minuit, une patrouille de 2 chasseurs bombardiers au minimum ont tiré 3 engins guidés, missiles ou bombes, depuis 3 angles différents sur cette ambassade de Chine, complètement dévastée, dans laquelle se sont rendus aujourd'hui les représentants du ministère chinois des Affaires étrangères et les familles des victimes de ce bombardement, qui en aucun cas ne serait imputable à une erreur de tir, mais à une information erronée des services de renseignement. Si par exemple il s'agit d'une erreur de technologie ou une erreur mécanique, nous pouvons bien sûr tirer ça au clair d'une manière publique. S'il s'agit de l'erreur d'un pilote, mais comme je l'ai dit, l'intelligence pour tous les pays, non seulement pour les États-Unis, mais pour tous les pays de l'Alliance, dans les opérations militaires, c'est quelque chose qui forcément doit rester secret. Léger comme explication, car l'intelligence, comme dit Gemichi, le renseignement, est assuré par les agents de l'Alliance infiltrés à Belgrade, chargés d'informer l'OTAN sur l'identité des cibles. Pourquoi se serait-il trompé sur celle-ci? Une chose est sûre, l'OTAN n'a pas touché intentionnellement l'ambassade. Autre hypothèse qui fait aujourd'hui son chemin, mais dont ne parle pas l'OTAN, ce gratte-ciel de 23 étages à Belgrade, détruit le 21 avril dernier, abritait entre autres TV Košava, dirigée par Marija Milosevic, fille du président yougoslave. Cette télévision était réapparue depuis quelques jours sur les écrans et diffusait exclusivement un programme de la télé chinoise CCTV4. On connaît à Belgrade des relations que Marija Milosevic entretient avec l'ambassade de Chine, où elle aurait pu trouver clandestinement refuge. Les avions de l'OTAN, dont l'une des missions planifiées vendredi soir était la destruction de cette source émettrice, repérée par le renseignement et l'écoute électronique de l'OTAN, auraient pu tirer leurs missiles vers l'émission du signal sans savoir qu'il émanait de l'ambassade. Sinon, ils n'auraient certainement pas déclenché le tir. Les Chinois de Belgrade, comme ceux de Pékin, ne s'embarrassent pas, eux, d'hypothèses. Ils constatent les faits. Bavure ou pas, l'événement les éloigne un peu plus des Américains et les rapproche encore plus des Serbes. Je vous propose à présent de comprendre comment la population en Yougoslavie tente de survivre sous les bombes, avec l'exemple de Novi Sad, deuxième ville du pays, régulièrement prise pour cible par les avions de l'Alliance. Nos envoyés spéciaux Jérôme Bonnier, Emmanuel Beck et Richard de la Fuente se sont rendus dans cette région proche de la frontière hongroise. Une nouvelle fois, on évoque sur place l'incompréhension de ces frappes à répétition qui suscitent inquiétude et lassitude. Dans ce quartier ouvrier de Novi Sad, bombardé la veille par l'Alliance Atlantique, les riverains récupèrent tout ce qui peut l'être. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quel malheur, c'est incroyable. Un cratère de 15 à 20 mètres de diamètre, tout juste entre une école et 2 immeubles d'habitation. L'explosion a fait officiellement 7 blessés dont 2 graves. À quelques mètres près, le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Ljubica a perdu tout ce qu'elle avait, un petit appartement privé.
Voilà ce que les bombes nous font, ce que l'OTAN nous fait, ce que les 19 pays membres de l'OTAN nous font. Vous le voyez vous-même. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à dire. Vous voyez tout par vous-même, c'est clair. Il n'y a rien à dire. Il n'y a que pour les idiots que ce n'est pas clair. Et pour les plus grands criminels. Novi Sad est le chef-lieu de la Voïvodine, cette province du Nord qui perdit son autonomie tout comme le Kosovo en 1989. Il y a ici une forte communauté hongroise, mieux intégrée que celle des Albanais du Kosovo. Novi Sad est aussi l'une des villes les plus bombardées depuis le début des frappes de l'OTAN. Les services municipaux ont le couteau sous la gorge. C'est la survie de la ville qui est en cause sur le plan financier si on continue comme ça pendant un mois. On ne peut pas refaire les canalisations d'eau tous les 10 jours. Il n'y a pas d'argent. Tous les ponts sur le Danube sont détruits. Il n'y a plus de trafic fluvial. C'est de ce pont que pendant la dernière guerre, les nazis jetaient les corps de leurs victimes. Chaque jour, bravant l'alerte aérienne, les habitants de l'autre rive attendent des heures et des heures que le bac puisse passer. Chaque jour, ils se dispersent pendant les attaques. Personne n'a jamais vaincu un Serbe et ne le vaincra jamais. Parmi eux, beaucoup de Serbes réfugiés de Bosnie, de Sarajevo notamment. On a été obligé de s'enfuir et on est venu ici. Là-bas, c'était différent. Ici, ça vient de l'extérieur. Mais pour moi, c'est la suite de 92. Entre les maladies respiratoires liées à la pollution de l'air et la peur jour et nuit des bombardements de l'OTAN, les habitants de cette ville qui essaie de survivre se demandent simplement si le pire reste encore à venir. À l'Élysée, Jacques Chirac a reçu en fin de journée l'ancien Premier ministre suédois Carl Bildt qui s'était entretenu la veille avec le chancelier allemand Gerhard Schröder et Viktor Tchernomyrdin, l'émissaire russe pour la Yougoslavie. L'entretien n'est pas encore terminé. À Moscou, les cérémonies marquant l'anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie avaient une couleur particulière au lendemain du bombardement par erreur de l'ambassade de Chine à Belgrade. Boris Yeltsin, dans une allocution sur la place Rouge, a déclaré qu'il fallait renforcer l'armée. Sur place, nos correspondants Gilles Rabin, Franck Brisset. On n'avait pas vu depuis longtemps autant de monde dans les rues de Moscou pour une fête de la victoire. Certes, la démonstration était organisée par la coalition communiste, mais l'ampleur de la manifestation dépassait largement l'audience habituelle du PC. Un seul slogan pratiquement pour cette dernière commémoration du XXe siècle, l'un des plus sanglants qu'ait vécu la Russie, le soutien à la Serbie et la condamnation des bombardements de l'OTAN. Hier, j'ai regardé le président Jacques Chirac déposer des gerbes. Pendant les années de guerre, on était alliés avec notre sœur la Yougoslavie et la France héroïque pour combattre Hitler. Sur la place Rouge, où la grande parade d'antan n'est plus qu'un défilé de troupes à pied, Boris Yeltsin a appelé à renforcer l'armée. Mais le message n'a rien à voir avec la crise du Kosovo. L'armée russe vit une crise financière et morale profonde depuis plus de 10 ans. Confirmation 1 heure plus tard, la Russie entend plus que jamais poursuivre sa médiation. Pendant des siècles, la Russie a su non seulement faire la guerre, mais aussi faire la paix. Aujourd'hui, nous ne ménagerons pas nos efforts pour éteindre le feu de la guerre en Yougoslavie. Il y a 10 ans, on croyait qu'en Occident tout allait bien, que tout était démocratique. Moi qui étais contre le pouvoir soviétique, j'ai cru à toutes ces fables sur l'Occident. Comment la France et les Français, qui se sont battus contre les Allemands, comment peuvent-ils bombarder et tuer les Serbes ? Au pied du Kremlin, dans la foule des anonymes, qui tous rejettent la guerre, le sentiment qui domine, c'est l'incompréhension.
Et pendant ce temps, la Victor Tchernomyrdine était à Bonn, où il a notamment rencontré Gerhard Schröder et le leader modéré des Albanais, Ibrahim Rugova. Apparemment, l'émissaire russe aurait recueilli de nouveaux éléments, je cite, en vue d'une solution à la crise dans les Balkans. L'ancien Premier ministre russe, qui a reporté son voyage à Belgrade, pressé de rendre compte à Boris Yeltsin, s'est entretenu par téléphone avec Slobodan Milosevic. En Roumanie, plusieurs centaines de milliers de personnes pour assister cet après-midi à une messe célébrée par Jean-Paul II. L'unité des chrétiens dans ce pays orthodoxe et la paix en Yougoslavie ont été au centre des préoccupations de cette dernière journée de la visite du Saint-Père. Alain Chalvron. Pour sa messe, Jean-Paul II avait choisi l'endroit le plus inattendu, l'esplanade du palais de Ceausescu, le symbole de la mégalomanie du génie des Carpates, comme il s'appelait lui-même, aujourd'hui honni par les Roumains. Cela n'a pas empêché un accueil chaleureux d'une foule innombrable, catholique et orthodoxe mélangée. Et c'est là, au pied de l'autel, que le pape a accueilli le patriarche. De même que le patriarche avait accueilli le pape le matin, l'aidant même par moments à marcher devant un autre autel, chargé d'icônes, celui-là pour une messe orthodoxe, avec sa liturgie millénaire, ses chants, ses costumes magnifiques et son décorum si inhabituel pour les catholiques. Le pape a été encensé, au sens propre, par le patriarche, avant d'échanger avec lui le baiser de paix. Une journée chargée d'histoire et de symboles. Je suis très émue. Voilà. Pour les Roumains et pour les orthodoxes, c'est très important, c'est magnifique. Les deux hommes ont sans doute jeté ici à Bucarest les bases d'une réconciliation de ces deux grandes familles de la chrétienté. Ils ont aussi pris une position commune pour la paix en Yougoslavie, porteuse d'espoir. En plein drame politique, c'est précisément la volonté de paix, d'unité et d'amour qui a triomphé. Dans l'immédiat, Jean-Paul II espère que ce voyage lui ouvrira très vite les portes de Moscou et pourquoi pas de Belgrade. Venons-en maintenant à la Corse avec l'arrivée du nouveau préfet Jean-Pierre Lacroix qui est attendu ce soir à Ajaccio. Jean-Pierre Chevènement évoquait lors de sa nomination un homme expérimenté dont la tâche sera difficile. En Corse où chaque jour de nouvelles hypothèses, de nouvelles révélations. D'après les dépositions du lieutenant Dumont, en dehors de l'incendie des Paillotes, le directeur de cabinet du préfet Bonnet aurait envisagé de s'attaquer à certains bateaux appartenant aux nationalistes. Michel Fine, France Vaillant. Le port de Bonifacio, à l'extrême sud de la Corse. Ici, une dizaine de bateliers proposent aux touristes des promenades en mer. À l'extrémité du quai, les vedettes Christina, propriété de Jean-Jacques Cantara, l'un des proches de François Santoni, ancien chef de la Concorde. Ce sont ces bateaux que le directeur de cabinet du préfet Gérard Pardini aurait envisagé de faire incendier. C'est du moins ce qu'a déclaré le lieutenant Dumont, l'un des membres du GPS, dans ses dépositions. On a été surpris et puis inquiet par ce projet. Pourquoi inquiet? Inquiet parce qu'on peut se demander jusqu'où auraient voulu aller ces gens. Vous pensez que c'est vous, personnellement, qui étiez visé derrière ces bateaux? Non, je crois pas. Je crois que je faisais partie d'un plan d'ensemble. À mon avis, il y aura d'autres révélations. Je crois que d'autres nationalistes étaient visés dans ce plan. Qui ça? Sans doute des nationalistes de mouvements auxquels je n'ai pas appartenu. C'est-à-dire qu'il y avait un plan d'ensemble visant à raviver les tensions pour justifier sans doute une intervention beaucoup plus brutale de l'État en Corse. François Santoni pense que depuis sa sortie de prison en novembre dernier, il était l'objet des surveillances du GPS. Peu discret, les gendarmes s'étaient installés dans une maison située juste en face de chez lui. C'est vrai que c'est un point qui nous a surpris à un moment donné parce que on s'est renseigné auprès de certains contacts pour savoir qui était le service qui s'était installé à côté du domicile et personne n'a réussi à identifier ce service. C'est en apprenant l'affaire des Paillotes que François Santoni a su qu'il s'agissait du GPS. Toujours selon les dépositions du lieutenant Dumont, la préfecture aurait également envisagé de faire mitrailler par les gendarmes les maisons de militants nationalistes. François Santoni pense qu'il aurait peut-être fait partie des objectifs visés. En direct de l'aéroport d'Ajaccio, Michel Fine, le nouveau préfet est donc attendu dans les heures qui viennent. La succession sera plus que difficile. Quels seront les premiers gestes de Jean-Pierre Lacroix ?
Alors, tout d'abord, une précision, il n'est pas attendu dans les heures qui viennent, il vient juste d'arriver il y a 2 minutes. Alors, le nouveau préfet ne prendra ses fonctions que demain, en fait. Son premier acte sera une cérémonie de recueillement devant la plaque apposée en mémoire du préfet Claude Érignac dans la préfecture. C'est une cérémonie très discrète, à l'image du nouveau préfet, sans photographe, sans caméra. Ensuite, vers 10h30, comme le veut le protocole, le préfet Jean-Pierre Lacroix ira se recueillir devant le monument aux morts. L'après-midi, il recevra les élus et les chefs de service de la préfecture pour faire le point sur le dossier. Et ce n'est que le soir, en direct de France 3 Corse, qu'il s'adressera à la population de l'île. Alors, évidemment, le style de ce nouveau préfet, le style de Jean-Pierre Lacroix est bien différent du style qui était celui de Bernard Bonnet. C'est un homme discret, c'est un homme qui semble privilégier le dialogue à l'affrontement. La seule chose qui ne change pas, c'est la ligne de l'État, celle du maintien de l'État de droit. Merci Michel. Charles Pasqua, qui était l'invité de l'émission Polémique de Michel Cotta sur France 2, est revenu sur l'affaire Corse. Et puis pour sa part, Dominique Strauss-Kahn, invité de nos confrères d'Europe 1, s'est également exprimé sur ce sujet. Voici ce que l'un et l'autre ont déclaré. Chacun sait, non pas que des instructions ont été données depuis Paris pour en arriver à cette situation, mais en tous les cas, les autorités sur le plan national n'ont rien fait pour maîtriser une situation qu'ils savaient conflictuelle et qui ne pouvait conduire qu'à des dérapages. Lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, je l'ai été à 2 reprises, une fois avec Jacques Chirac, une fois avec Édouard Balladur. Il ne serait venu à l'idée d'aucun de ces 2 premiers ministres de gérer directement ce dossier. C'est évidemment une dérive considérable en matière d'état de droit, surtout à un endroit comme la Corse, où l'ambition du gouvernement est de rétablir cet état de droit. Ce qui n'est pas clair dans cette histoire, c'est que le gouvernement n'a ni ordonné, ni couvert, ni étouffé cette affaire. Et puis au chapitre judiciaire, cette déclaration du procureur de la République d'Ajaccio qui estime qu'aucun élément ne permet de remonter plus haut que le niveau local dans l'affaire de l'incendie de la Paillote. Jacques Dallest précise que la justice a fonctionné rapidement et dans l'efficacité. Elle doit maintenant trouver un rythme de croisière. Et puis pour clore ce dossier corse, j'ajoute que Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur, sera demain soir l'invité de l'émission Mots croisés d'Arlette Chabot et d'Alain Duhamel. Nouvelle accélération dans cette affaire de dopage avec la mise en examen de 3 sportifs placés sous contrôle judiciaire. Et puis on a appris il y a quelques instants la mise en examen de l'avocat Bertrand Lavelot qui a été écroué. Olivier Caroff, Blaise Grenier. 2 jours de garde à vue, une nuit au dépôt. Philippe Gaumont a passé tout le week-end au palais de justice. Il sort libre mais mis en examen pour usage de substances vénéneuses. Je tiens à préciser haut et fort que nous avons entendu des imbécilités dans la presse, comme des fois il y en a souvent, et que les 3 coureurs qui sont là ne sont pas plus incriminés ni revendeurs que tous les autres qui sont venus signer. Voilà, c'est tout. Déjà suspendu il y a 2 ans pour dopage, ce coureur de l'équipe Cofidis se présente cette fois comme un simple client de Bernard Sainz, alias Dr Mabuse. Monsieur Gaumont est mis en examen uniquement pour avoir utilisé à titre personnel les produits de Monsieur Sainz. C'est-à-dire ? On ne sait pas ce qu'il y a dans ces produits. A priori, c'était des produits homéopathiques maintenant. 2 autres cyclistes, Yvon Le Danois et Pascal Péramore, ont également été mis en examen puis relâchés par le magistrat chargé de l'affaire. Le juge Michel Collin a par contre décidé de placer en détention Bertrand Lavelot. Cet avocat, qui défend les intérêts de plusieurs dizaines de coureurs, est mis en examen pour infraction à la législation sur les substances vénéneuses et dopantes. Dans le cabinet de maître Lavelot, le cerveau présumé du trafic, Bernard Sainz, avait un bureau. Le pouvoir sportif s'est porté partie civile dans cette affaire et ne cache pas la gravité des faits. J'espère qu'on a touché là le fond. J'espère que ce véritable champ de bataille va enfin permettre de rebâtir désormais. Mais personne ne peut maîtriser ce qu'il peut y avoir. Gageons que c'est le pire que l'on puisse rencontrer, souhaitons-le en tout cas. Arrêté en flagrant délit lors d'une livraison de produits dopants, Bernard Sainz, ce faux docteur qui s'occupe aussi de courses de chevaux, devrait à son tour être mis en examen dans les minutes qui viennent. Son incarcération a d'ores et déjà été réclamée par le parquet. Manifestation des enseignants du FSU, une mobilisation plutôt tiède à Paris pour cette journée d'action. Quelques 4000 personnes dans les rues de la capitale, selon la police, voulant faire entendre une nouvelle fois leurs différences et leur hostilité à la politique de Claude Allègre. En tête du cortège, Monique Vuaya, secrétaire générale du mouvement.
En province maintenant, une mobilisation également moyenne pour cette journée nationale autour d'une autre politique de l'éducation et des investissements. Dans plusieurs villes, dont Marseille, quelques 2000 enseignants venus de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. À Toulouse, ils étaient 1 millier, défilant avec ces slogans « Jospin en juin, t'auras pas nos bulletins » et puis « Allègre démission ». Les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie avec un bon taux de participation autour de 75%. Quelques 100 000 électeurs étaient appelés à voter pour désigner les membres du Congrès et des assemblées de province. Les résultats officiels seront proclamés lundi. Le RPCR anti-indépendantiste du député RPR Jacques Lafleur conserve la majorité relative. Le FLNKS et l'Union nationale pour l'indépendance comptent à eux 18 sièges. Quant à eux de 18 sièges, c'est bien cela. Une surprise avec le score du Front National, présent dans la seule province du Sud, où se trouve Nouméa, qui passe de 2 à 4 sièges. Politique française avec cette déclaration d'Alain Madelin qui ne manquera pas d'être commentée, revenant sur les 4 ans de présidence de Jacques Chirac. Le numéro 2 sur la liste RPR Démocratie Libérale a déclaré sur RMC « Quelle occasion gâchée, nous aurions pu avoir un formidable élan libéral pour essayer de bouger les choses dans ce pays et c'est raté. Maintenant, le président de la République est dans une autre fonction. Il est le président de la cohabitation. Le président de Démocratie Libérale a ajouté « Dans cette fonction-là, je pense qu'il réussit bien ». Devant les jeunes militants, le duo Sarkozy-Madelin pour un dialogue avec la nouvelle génération. Le temps était dynamique dans le cadre très branché du Bataclan à Paris. Reportage Carole Caumont, Michel Anglade. Nicolas Sarkozy avait promis une campagne dynamique. Tous les ingrédients ont donc été réunis aujourd'hui. Une salle de concert, un public jeune et un duo sans cravate. Nicolas Sarkozy et Alain Madelin bien décidés à donner enfin le coup d'envoi de leur campagne européenne et qui sont entrés d'emblée dans le vif du sujet. Nous formons le rêve d'une opposition qui n'hésite pas à s'opposer, non par principe, non par idéologie, mais parce que les idées socialistes sont vieilles, sont archaïques, sont démodées. La température augmente. Je vous propose d'enlever la main, Nicolas, tu dois faire comme moi parce que... Alain Madelin en profite et se déchaîne. Nous ne voulons pas, oui, de ce super État, de ce super Parlement, de ces super impôts, de son super président, de ces super lois, de ces super règlements. Nous voulons l'Europe, l'Europe des super citoyens. Clou du spectacle, l'arrivée des candidats pour l'inévitable photo de famille. Une liste rajeunie et largement féminisée que le public conquis d'avance ne s'est pas privé de plébisciter. L'actualité sociale, demain journée d'action à la SNCF, mais le trafic ferroviaire devrait être normal malgré peut-être quelques perturbations très locales. La grève va coûter 300 millions de francs, un mouvement qui a perturbé pendant plus de 8 jours le trafic ferroviaire. Ce mois-ci se déroule une grande campagne d'information pour tenter de relancer l'emploi des personnes handicapées. Cette insertion professionnelle est rarement respectée puisque, selon la loi, les entreprises devraient compter parmi leurs employés 6% de personnes handicapées. Voyons l'histoire exemplaire de ces malentendants qui ont trouvé un emploi. Agnès Monteux, Raymond Poissonnier. 7h30 du matin, le café terminé, l'équipe échange quelques mots avant le départ du gîte. En bout de table, Fabien, Stéphane et Maxime discutent également, à leur manière. Ils sont tous les 3 sourds de naissance et travaillent depuis près d'1 an dans une entreprise du bâtiment. De Clermont-Ferrand à Nice, Grenoble ou Paris, ils doivent être totalement indépendants pour suivre les différents chantiers. Une indépendance qu'ils vivent plutôt bien. Leur formation est très technique, ce sont quasiment des alpinistes du bâtiment qui travaillent en hauteur, en cordée. Mais aucun de ces 3 jeunes n'aurait en fait imaginé se spécialiser dans ce secteur. C'était difficile pour moi de me projeter dans l'avenir, d'imaginer ce que je pouvais faire comme travail avec des entendants. Je voulais être médecin au départ, mais j'ai dû abandonner. Leur handicap devient en fait ici un atout. Dans cet univers bruyant, Stéphane et Fabien communiquent grâce à la langue des signes sans aucune difficulté. Il fallait pourtant avoir l'idée, on croyait jusqu'à peu que tous les sourds avaient des problèmes de vertige. Autre préjugé, comment pouvaient-ils communiquer avec des entendants? Au départ, c'est toujours un peu difficile, alors on mime.
Et au fur et à mesure, on arrive à créer des codes communs. Comme ça, on se comprend. La formation de ces jeunes sourds a coûté plus de 600 000 francs, frais pris en charge majoritairement par un fonds d'aide aux handicapés. Les entreprises qui n'embauchent pas d'handicapés doivent cotiser à ce fonds. L'attitude aujourd'hui qui consiste à dire je me dédouane de cette obligation faite d'embaucher un handicapé en payant une taxe, c'est ridicule. Je pense que l'intérêt même direct de l'entreprise, en se frottant un petit peu la difficulté qui est une intégration de gens différents, hein, qui ont un moyen d'expression différent, ça peut être qu'un plus pour l'entreprise. Voilà, pour récupérer, il faut arriver demain matin, plus tôt. Même ceux qui ne sont pas sourds comprennent ici l'avantage d'utiliser quelques bribes de langue des signes, y compris pour communiquer dans le bruit, entre entendants. Voilà l'arrivée du Français Marc Tiercelin, 24 heures après l'Italien Soldini, qui, je vous le rappelle, a remporté la course à la voile autour du monde en solitaire. Le navigateur français a coupé la ligne d'arrivée en début d'après-midi à Charleston, aux États-Unis. Il prend la 2e place. Du tennis, à Rome, l'Américaine Venus Williams a remporté la finale, battant Mary Pierce en 2-7, 6-4, 6-2. La Française a dû s'incliner. Elle a été rapidement éliminée. Mary Pierce, qui tout au long du match avait une blessure à la cuisse. Cet après-midi, 30 000 supporters lensois ont accueilli les joueurs nordistes, vainqueurs hier de Metz en finale de la Coupe de la Ligue. Sur la pelouse du stade Bollard, les footballeurs ont brandi la coupe devant leur public. Après le championnat de France remporté l'an dernier, c'est le 2e titre majeur des 100 et or en 2 ans. Le célèbre acteur britannique Dick Bogart s'est éteint hier à l'âge de 78 ans. Excellent interprète, il s'était illustré dans plusieurs chefs-d'œuvre du cinéma comme The Servant, Mort à Venise ou encore sa performance dans Portier de nuit. Dick Bogart est mort à son domicile londonien. Françoise Roy. Compositeur maudit, rongé devant la beauté d'un adolescent, Dirk Bogarde restera dans les mémoires l'inoubliable interprète de Mort à Venise de Visconti. Un rôle complexe qui lui valut la Palme d'Or en 71. Il fut aussi le valet cynique de The Servant de Losey, l'ancien bourreau nazi de Portier de nuit de Liliana Cavani. Autant de rôles qu'il servit à la perfection de sa présence fascinante. Il y a des acteurs qui agissent, d'autres qui pensent. Je fais partie de cela, disait-il. Parfois même, j'ai l'impression d'être trop subtil. Près de 70 films pour cet acteur britannique que rien ne destinait au cinéma. Sa passion, c'était le théâtre. Début d'accessoiriste, puis un remplacement d'acteur malade, le propulse sur les planches d'un petit théâtre londonien. Des producteurs remarquent ce jeune premier au visage romantique. C'est le début d'une carrière internationale au cinéma. Installé dans le sud de la France pendant 20 ans, Dirk Bogarde devient romancier. En 86, il revient à Londres. Il a un cancer. Malgré tout, en 90, Dirk accepte pour Bertrand Tavernier d'être le daddy nostalgie de Jane Birkin. When the pain hurts. I look at myself, and you know, I really envy me. C'est un souvenir de gentleman, d'un homme d'une extrême discrétion, peut-être d'une discrétion de lui-même, qui a fait parfois qu'on le comprenait mal, parce que il était tellement pudique sur sa maladie, sur sa réserve. Je pense que c'est le plus anglais des Anglais. Sir Dick Bogarde est mort à Londres. Il avait des projets. Il préparait ses 80 ans. À Monaco, les festivités du jubilé du prince Régnier III, qui fêtait le 50e anniversaire jour pour jour de son accession au trône. L'émotion de la princesse Caroline pour cette messe solennelle à la cathédrale qui s'est déroulée ce matin sous le soleil des milliers de Monégasques réunis devant le palais pour le discours du prince. Marie-Sara, la célèbre femme torero, entame sa tournée d'adieu. Aujourd'hui, elle était à Floirac, en Gironde, devant un public peu disposé à la voir partir. David Bazier et Frédéric Guinchec. Marie-Sara, c'est 10 ans d'une popularité sans faille. Un brin de féminité qui n'a jamais flétri sous le soleil des arènes. Parole d'aficionado. Elle a un style, une prestance, c'est Marie, tout simplement.
tout ce que je pouvais faire. J'aime toujours ce que je fais. J'ai une petite fille de 3 ans, il faut aussi que je sois à ses côtés. J'ai plus vraiment le droit de me jouer la vie tous les dimanches. Pour cette tournée d'adieu, Marie-Sara veut une communion avec le public. Des excès de charme au détriment de l'art, regrettent les puristes. Mais tant que les mouchoirs blancs s'agitent, difficile de résister, difficile de dire adieu. C'est décidé, c'est comme ça, et en même temps, je regrette déjà un petit peu parce qu'en fin de compte, je me sens vraiment bien encore, quoi. Heureusement, il reste 5 mois de tournée en France et en Espagne, de longs au revoir avant de trouver une profession très près des arènes. Michel Morgan, pour la première fois, expose ses peintures à Paris, 25 ans de passion et de travail, pour une œuvre qui mélange couleur, tendresse et naïveté, le trac de cette actrice incomparable, quelques heures avant de présenter ses tableaux dans une galerie parisienne. Françoise Roy, Jean-François Chevet. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien Michel Morgan, derrière le pinceau. Elle peint depuis 40 ans, elle peint à plat, sans chevalet, et c'est une vraie passion. Je crois que je préfère la peinture. Je crois que je me sens plus à l'aise dans la peinture que dans la comédie. Mais j'ai aimé la comédie passionnément. Ce fut un temps formidable. Et maintenant, je m'amuse comme une folle à faire de la peinture. Mes petits bouts de papier que je peins, que je juxtapose, que je colle. Voilà, c'est ma vie de maintenant. C'est à Hollywood, à l'Académie de peinture, en 1943, qu'est né ce que l'artiste appelle volontiers un amusement. Depuis, la comédienne s'est emparée de ses pinceaux et son œuvre fait le tour de tous les styles. Tachisme, pointillisme, gouache, collage, aquarelle ou lithographie. Les couleurs sont vives, elle peint des fleurs qui n'existent que dans son imaginaire. Mais dans tous les cas, sa peinture n'engendre pas la mélancolie. Je me suis tournée vers la peinture parce que j'aime les couleurs, parce que j'aime le dessin, parce que dans ma famille, plusieurs personnes étaient des peintres et ça m'a incité à m'y mettre. Michel Morgan, artiste peintre, on ne le savait pas forcément, mais on pourra le découvrir dès lundi. Elle expose pour la première fois à Paris. Ainsi se termine ce journal. Je vous rappelle les principaux titres. Violente manifestation en Chine après le bombardement de l'ambassade à Belgrade. 200 000 personnes dans plusieurs grandes villes manifestent leur hostilité devant les ambassades américaines et britanniques. La Corse avec ce soir l'arrivée du nouveau préfet Jean-Pierre Lacroix. Une succession difficile. Premier geste symbolique demain, un hommage à Claude Érignac, le préfet assassiné. Dans un instant, la météo présentée par Nathalie Riouet. 20h50, l'armée des 12 singes avec Bruce Willis. Dernier journal à minuit et demi avec Laurence Ostolazza. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Marie-Pierre Farkas reçoit Jean-Jacques Kéran. À 20h, vous retrouverez Claude Sérillon. Et puis en deuxième partie de soirée, l'émission Mots croisés d'Arlette Chabot et d'Alain Duhamel. Ils reçoivent tous deux Jean-Pierre Chevènement qui s'expliquera sur l'affaire Corse, notamment face à François Bayrou et José Rossi, président de l'Assemblée de Corse. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.